Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bon vendredi, c'est la matinale d'info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, 130 radios indépendantes, les indés radios qui sont nos partenaires et avec TV5 Monde, deux parties dans cette matinale, vous le savez, le JT des territoires dans un instant, suivi du club de la presse, des éditorialistes de la presse quotidienne régionale et des télés locales et nous serons en direct et en duplex de Lorraine avec la chaîne TNT locale Mirabel TV et c'est Arnaud Kell, le rédacteur en chef adjoint de la chaîne qui sera en direct avec nous tout à l'heure. Bonjour Arnaud, on vous voit sur cet écran en ce moment. Stéphane Vernet également de Ouest France sera présent sur ce plateau. Tout de suite, c'est évidemment le journal des territoires. Je vous y retrouve, à tout de suite. Avant de retrouver notre invité politique Sébastien Chenu à 8h, le porte-parole du Front National, nous passons au JT des territoires et on démarre tout de suite avec un sujet à Bordeaux, une manière concrète de lutter contre le harcèlement dans les transports proposés dans la métropole du Sud-Ouest. C'est l'arrêt à la demande. Depuis le début de la semaine, cette initiative est expérimentée pour 6 mois sur 2 lignes de bus à partir de 22h. 2 lignes qui relient des zones d'activité ou encore le campus universitaire. Le principe consiste à déposer les usagers qui le souhaitent au plus près de leur domicile. Sandrine Mancipose a fait le voyage avec eux hier pour TV7 en Gironde. Isabelle conduit la Liane 10 depuis 3 ans. Elle ne compte plus le nombre de fois où des usagers lui ont demandé de les laisser descendre entre 2 arrêts. Des demandes auxquelles elle ne pouvait répondre favorablement jusqu'alors. Mais depuis lundi, avec l'expérimentation de l'arrêt à la demande, tout a changé. Et si Isabelle n'a pas encore été confrontée à la situation, comme tous les conducteurs des lianes concernées, elle a été sensibilisée à la procédure. Je fais descendre la personne par l'avant et ensuite je suis obligée de le signaler au PC. Par exemple, s'il me demande de l'arrêter sur le pont Saint-Jean, je ne vais pas m'arrêter sur le pont Saint-Jean. Au niveau des feux, je ne m'arrête pas au niveau des feux. Donc bon, après c'est l'habitude, moi je suis habituée à travailler de nuit, donc après c'est moi qui gère ça à ma façon. Si le conducteur reste le seul à décider de la faisabilité de la descente entre 2 arrêts, il se doit de respecter les différents types de zones inter-arrêts qui ont été identifiés au préalable, et ceci afin de respecter les règles de sécurité. Il ne faut pas que ça soit un endroit plus dangereux que celui où la personne aurait descendu, donc des endroits qui sont sombres, qui sont mal éclairés, ce n'est pas non plus le cas. Donc chaque conducteur a une petite liste des arrêts, avec des arrêts verts, des arrêts jaunes et des arrêts rouges. Bon, les arrêts rouges, ce sont ceux qui peuvent constituer un danger. Les jaunes, ceux qu'on peut descendre avec une surveillance, et les verts sont ceux où on peut avoir un petit peu plus de latitude pour laisser descendre les passagers. Cette expérimentation s'inscrit dans la lutte contre le harcèlement dans les espaces publics. Les usagers de la Liane n'en avaient pas entendu parler avant ce soir. Et même si personne n'a prévu d'utiliser ce dispositif, tous sont unanimes sur l'initiative. Ça permet de se rapprocher de son domicile. Plus sécurisant, tout simplement. Certains arrêts sont assez distants les uns des autres, ce qui fait que le soir, il n'y a pas grand monde dans les rues. Et je pense notamment aux dames toutes seules, c'est toujours un peu flippant de devoir faire 200-300 mètres à pied. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a suivi dans le bus. Donc forcément, savoir qu'on peut s'arrêter là où on veut, au plus près, ça permet de nous rassurer. L'expérimentation durera 6 mois et pourrait, selon les retours, être pérennisée. La pauvreté s'aggrave, nous en avons parlé hier à l'occasion de la traditionnelle publication annuelle du rapport sur la pauvreté en France du Secours catholique. Les Vosges ne font pas exception. On fait le point sur la situation avec Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Le Secours catholique vient de sortir son rapport annuel sur la pauvreté en France. 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, un chiffre en augmentation. Et les Vosges sont également concernés. La pauvreté continue d'augmenter, en tout cas c'est ce que nos bénévoles, nos équipes locales constatent, puisqu'on est passé de... En 2015, nous accueillions 7500 personnes sur l'année et nous sommes passés à plus de 10 100 personnes en 2016. Donc une augmentation considérable. On le rappelle, le seuil de pauvreté, c'est vivre avec au plus 800 € par mois, mais souvent beaucoup moins. Et dans les Vosges, une tendance se confirme. La pauvreté touche particulièrement les familles avec enfants, notamment les mères isolées.
Autre chiffre, 51% des personnes accueillies au Secours catholique sont déclarées inactives, mais pas forcément sans travail. L'association qui se bat contre l'assistanat propose depuis des années des ateliers. Ce jeudi, Laurent, Julien et Yann ont parlé de leur expérience. Julien participe à un atelier cuisine. En cuisine, en fait, en cuisine d'hiver, on fait des repas 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Et nous, c'est les jeunes comme moi qui cuisinent. Et c'est pour les personnes en précarité. Et en fait, il y a une vingtaine de personnes qui viennent manger et le repas, il est à 2 €. Au Secours catholique, des précaires aident d'autres précaires. Un modèle économique à valoriser. On peut mesurer la qualité d'une société à la manière dont elle traite les personnes les plus pauvres. Mais aussi parce qu'elle a vraiment quelque chose à en tirer. Et chaque fois qu'on s'associe avec les pauvres et qu'on essaie d'innover, de penser des manières de vivre ensemble qui sont différentes, eh ben, ça produit de l'innovation sociale, ça produit aussi de l'innovation économique, on a tendance à l'oublier. La pauvreté entraîne souvent l'exclusion, une double peine contre laquelle lutte le Secours catholique. Ces ateliers n'offrent pas un emploi mais du travail et nourrissent le lien social, un exemple de l'économie sociale et solidaire. On s'élève maintenant dans ce JT le 17 novembre 2016. L'astronaute français Thomas Pesquet décollait de Baïkonour pour rejoindre la Station spatiale internationale. Sa mission Proxima a duré 196 jours. Depuis son retour sur Terre le 2 juin dernier, le plus connecté des astronautes partage son expérience et les conclusions alarmantes qu'il tire notamment en matière environnementale. Presque un an après, mardi 7 novembre dernier, il était l'invité de Franck Proust, eurodéputé du Sud-Ouest et vice-président de l'intergroupe Ciel et Espace au Parlement européen de Bruxelles. Il y a tenu une conférence en présence d'étudiants de l'IUT de Nîmes qui fabriquent des nanosatellites. Olivier Michel pour TV Sud YT. Ils ont levé les yeux de leur cahier vers les étoiles européennes. Eux, ce sont les étudiants de l'IUT de Nîmes. Issus des filières sciences et génie des matériaux ou génie électrique, ils ont découvert le Parlement européen à Bruxelles. C'est fort, je pense que je pourrai jamais revenir. C'est là qu'il y a des grandes décisions qui sont prises et nous on est là pour assister à ça. Une découverte qui fait suite à l'invitation du député européen Franck Proust. En sa qualité de vice-président de l'intergroupe Ciel et Espace, il leur a proposé de rencontrer l'astronaute Thomas Pesquet, eux qui planchent au quotidien sur la fabrication de nanosatellites. Je pense que c'était important pour ces étudiants qui, comme je vous le disais, travaillent sur des composants industriels, de rencontrer la dimension humaine du secteur spatial. Image à l'appui, l'astronaute a compté ses 6 mois passés dans l'ISS, au programme sorties extravéhiculaires et expériences scientifiques sur la science des matériaux, sur la médecine ou la biologie. À titre d'exemple, dans l'espace en 6 mois, les muscles subissent une atrophie et les os un vieillissement de 10 ans, heureusement réversible. Un vieillissement réversible, tu vois un peu l'intérêt que ça peut avoir pour les médecins. S'en est suivi un jeu de questions-réponses, l'occasion pour Thomas Pesquet, témoin privilégié, de délivrer un message de sauvegarde de la planète bleue. Donc quand on voit les traces un peu néfastes de l'activité humaine et l'impression de fragilité que tout ça donne, c'est sûr que ça fait réfléchir. C'est pour ça que moi, depuis mon retour, et même déjà à bord de la station spatiale, j'ai à cœur de parler d'environnement parce qu'on n'a pas de plan B pour cette planète, cette Terre. Pas de plan B, mais un plan M comme Mars, que Thomas Pesquet aimerait bien explorer. En attendant, il est devancé par les sondes, orbiteurs et autres nanosatellites. Direction la Bretagne maintenant pour déguster son meilleur croissant. C'est celui de Steve Clouet. Il obtient donc le Croissant d'Or pour son croissant, une belle récompense pour ce boulanger installé depuis 3 ans seulement dans le Finistère. L'artisan veut redonner de la valeur au travail dans le fourneau. Frédéric Lorenzo pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Plébin est connu pour son calvaire monumental, mais depuis quelques jours également pour son croissant. Le meilleur de Bretagne. Dans sa boulangerie, ce couple collectionne les trophées. Tradition, croissant et les 2 autres croissants. Ça c'est première place Finistère, ça c'est première place Bretagne. Manuela à la vente, Steve et son apprenti Éloine au fournil, à la grange d'Étaouen, se préparent les meilleurs croissants de Bretagne, un titre acquis le 20 octobre à Vannes par le boulanger passionné. Je suis un peu compétiteur aussi un petit peu, quoi, et donc on connaît certains autres boulangers qui se présentent, mais après c'est de la compétition amicale. La recette de Steve, c'est avant tout une farine de qualité et du temps. Il faut près de 7 heures pour la fabrication de la pâte pur beurre et les dernières étapes avant la cuisson finale.
Donc là, c'est le détaillage. Vient ensuite le façonnage et ce tour de main qui donne cette forme si singulière à la viennoiserie qui, après cuisson, vient rejoindre les rayons. Le titre de croissant d'or a eu un effet immédiat sur les ventes. En temps général, ils partent par 2, 3, 4 maximum, quoi. Et là, je vois les gens par 10, 12 des fois. Les clients saluent la qualité du croissant et certains n'hésitent pas à faire un détour pour acheter la fameuse viennoiserie. Comme je vais chez ma fille, je veux faire plaisir. Je veux leur faire goûter les croissants le plus bain. Ils sont excellents, ils sont bien gonflés, bien croustillants. Pour le boulanger, le croissant, c'est surtout du temps, mais aussi conserver un savoir-faire. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'artisans qui fabriquent. Et il faut fabriquer sa viennoiserie, en fin de compte. La clientèle, en fin de compte, n'en demande pas mieux. Et pour le boulanger passionné, la course au trophée ne s'arrête pas là. Steve disputera le concours de la meilleure baguette le 13 novembre prochain à Brest. Voilà, le JT des territoires se poursuit. Dans quelques minutes, c'est les unes de la presse quotidienne régionale. Puis le Club de la presse. Nous serons en direct de Metz auprès de la chaîne Mirabel TV, qui est une chaîne TNT de la Lorraine. Et nous accueillerons Stéphane Vernet de Ouest France. Mais tout de suite, c'est la une de vos journaux en province. Ce matin, on la regarde ensemble. On démarre avec la une du Télégramme ce matin pour cette revue de presse. Croissance en Europe du jamais vu depuis 10 ans. L'économie de la zone euro est en bonne voie pour croître cette année à son rythme le plus rapide depuis 10 ans. Tel est le constat de la Commission européenne qui a nettement rehaussé hier ses prévisions de croissance malgré les doutes liés au Brexit. Mais n'oublions pas que le nombre de pauvres augmente également en France et dans la région. C'est le cas également, et La Voix du Nord en parle, 5 idées reçues sur la pauvreté dans le nord de la France à la une de La Voix du Nord. Pour la Nouvelle République, c'est en France, la pauvreté s'accroît en silence pour cette édition de la Nouvelle République d'Indre-Ouest. Pour le Courrier Picard, c'est l'Union sacrée en visite aujourd'hui dans la Somme qui expérimente des projets liés à la sécurité. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, et Nicole Belloubet, le ministre de la Justice, s'expliquent sur les réformes prévues pour les deux ministères. C'est à la une du Courrier Picard. Pour la Dépêche du Midi, dont la rédaction est dirigée par José Biosca, c'est la LGV. À la une, la ministre s'explique dans une interview à la Dépêche et Elisabeth Borne, aujourd'hui à Toulouse, fait le point sur le dossier de la LGV Bordeaux-Toulouse, un dossier très sensible. Pour le Populaire du Centre, c'est les devoirs faits, un défi pédagogique. Et puis, pour Nice Matin, aujourd'hui, c'est j'attends que la vérité éclate. C'est la remise en liberté, mais toujours mise en examen de l'ex-paparazzi, présumé impliqué dans le rapt de Jacqueline Vérac, qui fait le haut, la une de Nice Matin. Il s'est exprimé hier, il clame son innocence et se dit totalement étranger à cette affaire. Pour La Montagne, édition de Brive, c'est Brive qui prend du volume. La foire du livre débute aujourd'hui et s'achève dimanche. Et c'est une énorme affluence qu'on attend là-bas. Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs pour la 36e édition de cette foire du livre à la une de La Montagne. Pour l'Écho républicain, le pyromane est un ancien pompier de Paris. L'habitant de Gaillardon, de 34 ans, placé en détention provisoire hier, a reconnu l'incendie de 43 véhicules. Son profil, c'est un ancien pompier qui se décrit victime de pulsions lorsqu'il sort des bars très alcoolisés. Il le dit lui-même. C'est à la une de l'Écho républicain. Pour l'Union de Reims, un journal dont la direction est assurée par Sébastien Lacroix, c'est une si présente grande guerre. Les monuments aux morts témoignent du souvenir encore fort des guerres du passé. Un tour d'horizon dans les villes et les villages de cette région à la une de l'Union de Reims aujourd'hui. Nous passons au Club de la presse, à cette heure-ci habituellement dans la matinale. Aujourd'hui, j'accueille Stéphane Vernet, qui dirige le plus grand quotidien régional, Ouest France. On parlera avec vous des Goncourt, mais des petits, j'allais dire Goncourt, des jeunes Goncourt. Pas si petits que ça. Bonjour Cyril. On en parlera tout à l'heure. Et puis notre séquence en direct de la rédaction. Aujourd'hui, nous sommes en duplex de Lorraine, qui diffuse sur le canal 33, une chaîne qui s'appelle Mirabel TV. Et j'accueille le rédacteur en chef adjoint. Bonjour Arnaud Caël. Vous êtes plus précisément en direct de Wappy, où se trouve le siège de votre chaîne, ça touche Metz. Et le fait de la semaine, chez vous, c'est la situation du FC Metz.
l'FCMS, ce club de football. C'est le fil rouge, hein, un peu qui touche toutes les classes sociales dans la région. L'esprit foot est très fort et votre club traverse une bien mauvaise passe. C'est à la fois un problème sur le plan sportif, mais pas seulement. Peut-être même un problème sur le plan du lien social, vous me disiez. Oui, bonjour Cyril, bonjour à tous. Effectivement, hein, c'est vrai qu'en Moselle, on parle FCMS, on pense FCMS, on vit FCMS, hein, ça fait partie des meubles, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que la situation sportive, elle est catastrophique actuellement, après 12 journées en Ligue 1, mais ces derniers avec 11 défaites au compteur. En gros, hein, si je vous la fais simple, sur toute l'histoire de la Ligue 1, il n'y a aucune équipe dans cette situation qui a réussi à sauver sa peau en Ligue 1. Donc ça paraît quasiment impossible maintenant. Mais c'est vrai que vous me demandiez comment ça va il y a quelques instants. Ça va très bien, mais la deuxième question qu'on pourrait poser ici en Moselle, c'est la suivante. C'est comment va le FCMS? Est-ce que le FCMS ira mieux? Est-ce qu'il y aura des jours meilleurs? Bref, qu'on soit salarié, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on ait 15 ans, qu'on ait 80 ans, c'est vrai que le FCMS, il est partout, il est en nous. Et c'est un peu le baromètre quelque part du moral des Mosellans. Donc cette situation, elle inquiète beaucoup. Et c'est vrai qu'on espère des jours meilleurs, même si ça va être très compliqué. Alors ça s'explique parce que en Moselle, on a une histoire qui est très liée à la sidérurgie et que voilà, le FCMS développe toutes ces belles valeurs que les ouvriers ont pu aussi développer dans les mines, dans leur travail tout au long des années. Et on se rattache beaucoup à des valeurs simples comme ça. Ça a été incarné par le président Carlo Molinari pendant de longues années. Et aujourd'hui, le FCMS, il est, comme le disent beaucoup de supporters, dans le sang. On appelle ça même le sang grenat puisque c'est la couleur du club. Dites-moi, Arnaud Cail, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Mirabel TV. Est-ce que votre chaîne fait souvent un focus sur ce club un peu mythique, j'allais dire adoré par les habitants de Metz? Et qu'est-ce que vous dites de son avenir? Parce que vous dites ça va mal. Quelles sont les solutions préconisées pour que ça aille mieux? Alors oui, effectivement, tout à fait. La chaîne s'intéresse beaucoup au FCMS, hein, puisque tous les lundis, en direct, on propose une grande soirée football avec à 19h donc une émission spéciale consacrée au FCMS avec des chroniqueurs, avec des invités bien sûr liés au club et on débat, on refait le match pendant quelques minutes et puis derrière on repasse les meilleurs moments du match messin donc qui s'est déroulé le week-end précédent. Donc voilà, 2 heures de football chaque lundi sur Mirabel TV et bien sûr dans le contenu de notre information, on développe souvent ce qui se passe dans le club Grenat. Bien sûr, hier par exemple, on peut parler de la signature d'un nouveau joueur, Julien Palmieri, qui pourrait être un début de solution. D'ailleurs, c'est vrai qu'on peut réfléchir aux solutions. Comment aller mieux? C'est compliqué en fait de la trouver puisque ça fait quand même un peu plus de 15 ans maintenant que le problème est profond. C'est-à-dire que Metz n'arrive pas à trouver de la stabilité. On monte, on descend. On a même connu le national. Metz est remonté aujourd'hui en Ligue 1. Son entraîneur Philippe Insberger l'a maintenu à flot en prenant la 14e place du dernier championnat. Et puis cette année, on pourrait expliquer un peu ce revers avec un recrutement qui s'est fait tardivement. Alors les grandes solutions, c'est retrouver un état d'esprit conquérant. Pour cela, le président Bernard Serin a changé d'entraîneur il y a encore de cela quelques jours. Il s'appelle Frédéric Hand, c'est un grand spécialiste, vous le connaissez peut-être dans le milieu du football. Il a repris quelques équipes mal en point comme Montpellier dernièrement, qu'il a réussi à maintenir en Ligue 1. Donc on croise les doigts, mais c'est vrai que ça pourrait être l'homme de la situation qui pourrait donner envie aux joueurs d'en vouloir encore un petit peu plus, cet élan supplémentaire qui pourrait permettre au FCMS de se maintenir en Ligue 1 et ce serait un miracle. Voilà, donc Mirabel TV sur le canal 33 de la TNT pour votre émission spéciale football. Deuxième fait de la semaine en Moselle, c'est le marché de Noël, Arnaud Cail, qui débute le 18 novembre. Il s'agit du deuxième marché de France derrière Strasbourg. C'est une des merveilleuses spécificités, j'allais dire, dans l'Est. Mais, et il existe tout de même un bémol, il y a une forme de guéguerre entre Metz et Strasbourg. On le sait puisqu'on était en direct de Strasbourg il y a quelques jours dans cette matinale d'info, sur un sujet et qui révèle plus généralement quelques problèmes d'identification, on va dire, chez les habitants du Grand Est, où les Alsaciens ne veulent pas être assimilés aux Lorrains, et vice-versa d'ailleurs, non ? On pourrait faire simple, effectivement, on pourrait dire que les Alsaciens ne veulent pas de nous et en même temps on n'aurait pas forcément tort. C'est vrai parce que, alors ce marché de Noël il est très symbolique, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les faits, dans les chiffres, c'est le deuxième plus gros marché de France, derrière bien sûr l'intouchable marché de Noël de Strasbourg. Mais Colmar par exemple, en Alsace également, se revendique comme en étant le deuxième meilleur marché de Noël en France. Donc voilà,
par rapport à ce type d'exemple qui pourrait faire sourire, là aussi il y a une petite battle. Ça relève, comme vous l'avez dit, d'un problème un peu plus général, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une région Grand Est qui a été constituée avec l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne, et qu'aujourd'hui l'Alsace veut fonctionner plutôt en autonomie, et du coup c'est difficile de se dégager une véritable identité ici dans cette nouvelle grande région, que ce soit alors bien sûr sur le marché de Noël, on vient d'en parler, mais aussi je peux parler du football. La petite guéguerre, elle est là depuis des années, et ça se vérifie vraiment sur tous les plans sociaux, économiques également. Et c'est vrai que ce marché de Noël de Metz, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a envie de faire de l'ombre un peu à celui de Strasbourg. Il monte en gamme, il commence à se développer avec 2 millions de visiteurs attendus cette année. Donc on met les petits plats dans les grands, et par exemple, on a une très très belle place d'Armes qui sera émerveillée tout au long de cet hiver. Et puis on a aussi la Féerie des Glaces, c'est un grand spectacle de sculpture sur glace qui vient à Metz maintenant chaque année et qui est présent dans très peu de villes en France. Donc grâce à ce genre de choses, d'initiatives, on va peut-être pouvoir aussi exister à côté de celui de Strasbourg. Mais moi j'imagine qu'aujourd'hui tous les marchés de Noël du Grand Est doivent s'associer pour développer le tourisme, parce que le tourisme ici dans le Grand Est, ça passe par là. Quand on dit à un Parisien qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voyez quand vous pensez au Grand Est, j'imagine, et mes amis me l'ont déjà dit, qu'ils imaginent une grande région bien grise. Eh bien ce n'est pas que ça, parce que l'hiver c'est la neige, c'est la féerie et ce sont les marchés de Noël. Et je pense que voilà, dans une intelligence parfaite, Metz et Strasbourg sont complémentaires. On espère que ça va un petit peu les tirer tous les deux vers le haut. Voilà, je ne veux pas doucher votre positivisme. Parlez-nous des conditions de sécurité quand même, parce que quand on pense marché de Noël, on pense aussi aux problématiques liées aux attentats, au terrorisme. Est-ce que des mesures spécifiques sont prises ? Dès le début, le marché de Noël de Metz, juste après les attentats de Paris, puisque on le sait, on va commémorer les 2 ans très prochainement. Le marché de Noël de Metz, lui, n'a pas annulé ses festivités, ne les a même pas réduites en 2015, et a mis le paquet justement sur cet aspect de la sécurité, donc en multipliant par 3 le budget consacré à la sécurité sur le marché de Noël de Metz, contrairement à Strasbourg qui avait revu bien sûr son organisation à la baisse en annulant même ses festivités. Donc voilà, à Metz on continue et on renforce chaque année, puisque le budget est de plus en plus important, le budget donc lié à la sécurité après les attentats de Paris, notamment en 2015, qui ont marqué les esprits, bien sûr. C'est Arnaud Caël, rédacteur en chef adjoint de Mirabel TV à Metz, en direct et en duplex de sa rédaction, qui est mon invité ce matin dans le Club de la Presse. On termine ce duplex, Arnaud, depuis Wappy, très précisément. C'est une commune qui touche Metz. Parlez-nous un petit peu de Mirabel TV, votre chaîne. Elle est dirigée par Patrick Weiten, le président, et par Didier Bayeux, le directeur général. Comment elle est née, cette chaîne locale de la TNT qui diffuse sur le canal 33, je rappelle? Oui, c'est encore une chaîne de télévision très jeune, puisque nous sommes nés le 10 juin 2010 très précisément, et à l'initiative d'un mouvement entre partenaires privés et partenaires publics. Voilà, c'est une économie mixte avec donc d'un côté le conseil départemental de la Moselle, dont le président est Patrick Weiten, et donc qui est à l'origine finalement de la création de Mirabel TV, qui détient les grandes parts de cette chaîne à hauteur d'un peu plus de 50%. Et c'est vrai que voilà, il y a plusieurs autres partenaires publics comme Metz Métropole ou la ville de Metz qui viennent de s'agréger au capital de Mirabel TV, et puis d'un autre côté des partenaires privés comme le FC Metz par exemple, ou encore le Républicain Lorrain, pour ne citer que. Comment fonctionne-t-elle? Combien êtes-vous dans la rédaction? Fournissez-vous un journal télévisé régulier? Comment ça se passe? Alors on a une vingtaine dans cette chaîne, une vingtaine de salariés à faire vivre Mirabel TV au quotidien, que ce soit des journalistes. En l'occurrence, côté journaliste, nous sommes 8, et puis des techniciens, bien sûr, avec notre directeur général et notre assistante de direction. Et tous les jours, à partir de 18h, du lundi au vendredi, on fournit donc un journal quotidien avec de l'information développée, relayée par nos journalistes. Alors de l'information assez positive qui valorise quelque part le territoire, puisqu'on a mis de côté, on a pris le parti de mettre de côté tout ce qui était fait divers. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de manifestations, d'événements politiques, etc. Bien au contraire, mais on essaye de relayer ce qui se passe plutôt de bien sur notre territoire, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle un petit peu bien sûr, et de la Meuse également. Merci beaucoup Arnaud Caël d'avoir été en direct et en duplex de la rédaction de Mirabel TV à Metz, une chaîne dirigée par Patrick Weiten et Didier Bayeux. On vous retrouvera évidemment prochainement ou sur ce plateau ou en duplex de Metz. Mirabel TV, je passe à Stéphane
Maire Vernet, bonjour Stéphane. On passe de l'Est à l'Ouest oui. immédiatement avec vous. Avant toute chose, j'adresse mes encouragements aux Messins et à Arnaud Caël, parce que je comprends que la situation du FC Metz est difficile, ça me touche, parce que moi, à titre personnel, je suis supporter d'un club qui va très très bien cette saison, qui s'appelle le Stade Rennais, et qui en fait est en plein psychodrame en ce moment. C'est sympa de votre part, vous êtes un bon confrère, hein, vous. Stéphane Vernet qui dirige le bureau parisien de Ouest France. Avec vous, nous allons parler du Goncourt des lycéens, dont la 30e édition aura lieu le 16 novembre prochain, lancé à Rennes il y a 29 ans. Il se trouve tout de même aussi qu'Éric Vuillard, le Goncourt 2017 primé lundi, vit à Rennes, et que Yannick Henel, le prix Médicis sacré hier, est aussi né à Rennes. Alors expliquez-nous, est-ce qu'il y a un secret des Rennois pour fabriquer des écrivains à succès? Eh bien, je ne sais pas, mais il y en a. En tout cas, ce qui est intéressant... Votre vocation à vous, c'est de le devenir aussi? Moi, quand j'étais petit, je voulais devenir écrivain, mais je suis devenu journaliste. Donc, bon, voilà, on reste dans le domaine de l'écriture, mais c'est pas le même registre. En tout cas, à Rennes, il doit y avoir un tropisme. Effectivement, cette semaine, il se passe des choses. Vous l'avez dit, le 30e concours des lycéens... On voit les Goncourt derrière vous. On voit les Goncours derrière moi, et le Médicis. Donc, le 30e Goncours des lycéens aura lieu la semaine prochaine. Il a été créé en 1988 à Rennes, et c'était un petit prix au départ pour relancer l'intérêt pour la lecture chez les jeunes en 1988. Et puis, il a pris une ampleur assez considérable. 30e édition, vous dites. La 30e édition la semaine prochaine. Il faut savoir qu'on estime aujourd'hui que le Goncourt des lycéens se vend à peu près aussi bien qu'un Goncourt classique. Entre 2012 et 2016, les ventes des différents prix ont été estimées. Elles s'élèvent à 443 000 exemplaires en moyenne, ce qui est vraiment considérable. C'est plus en fait que des prix comme le Renaudot ou le Femina. Et l'intérêt de ce prix, en fait, il est double. C'est-à-dire que ce sont des lycéens qui sont pris dans des classes au niveau national, qui ont une trentaine de livres présélectionnés à lire, et ce sont eux qui choisissent. Donc il n'y a pas, contrairement à certains prix, il ne peut pas y avoir de soupçons, de collusion ou de tractation entre les différentes maisons d'édition. Il n'y a pas de campagne électorale. Voilà, ce sont vraiment les jeunes jurés qui choisissent. Il n'y a pas d'éléments de type commerciaux qui interviennent. Et en plus, comme ce sont des jeunes qui choisissent le prix, souvent ça devient le cadeau de Noël pour les ados, ou les jeunes adultes de la famille, et ça marche toujours. Comment les Rennais alors perçoivent ce prix? Comment ils le célèbrent, ils le fêtent? Alors, le Goncourt, il y a un attachement à Rennes, je pense, autour du Goncourt des lycéens. Lundi, par exemple, il y aura la sélection régionale à la Chope, qui est le restaurant historique où le prix a été créé il y a une trentaine d'années maintenant, en 88, encore une fois. Et il sera proclamé jeudi prochain, le gagnant, le grand gagnant, sera proclamé jeudi prochain en direct de Rennes. Mais autour du Goncourt, de manière générale, en ce moment, il se passe quelque chose d'assez rigolo, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, Éric Vuillard, qui n'est pas du tout rennais en fait, il est né à Lyon, qui vient d'avoir le prix Goncourt, habite à Rennes depuis 4 ans, donc pour les Rennais, c'est un Rennais qui a eu le Goncourt, donc pour l'excellent L'Ordre du Jour, c'est un très très bon écrivain, je vous le recommande. Il n'y en a plus dans les librairies rennaises, il y a une rupture de stock. Donc voilà, et il se trouve que les Rennais lisent beaucoup. Oui, en tout cas, ce livre-là les intéresse tout particulièrement. Stéphane Vernet, on vous retrouve tout à l'heure dans Ouest France aujourd'hui, donc le prix Goncourt des lycéens. Merci à vous. On va passer à la météo. Avant de passer à cette météo, je voudrais vous signaler le passage dans 14 villes françaises et 13 régions du train de la petite enfance de la SNCF. C'est le train de la petite enfance et de la parentalité. C'est l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance qui organise ça. Ce train sera aujourd'hui à Bordeaux, 12 novembre, 10h à 20h, le 13 novembre également à Bordeaux de 10h à 18h et le 14 novembre à Tours. Voilà, le train de la petite enfance et de la parentalité de la SNCF, et l'entrée est gratuite. Vous pouvez aller consulter des spécialistes, débattre et voir des animations. On passe à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui et pour votre week-end. A tout de suite avec l'invité politique de 8h, Sébastien Chenu, porte-parole du Front National, en direct sur ce plateau dans un instant. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.